À gauche, nous avons Adventure et à droite, nous avons également Adventure. Si vous regardez bien, il y a aussi une moto de la catégorie Adventure accrochée à l'un des arbres derrière moi. Vous ne le voyez pas, moi je le vois. La caméra est également manipulée par une moto de la catégorie Adventure. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'actuellement, la réalité du marché est telle que pour qu'une moto de tourisme se vende, elle doit être au moins un peu Adventure. Mais bon, il faudrait d'abord commencer par se présenter. Salut, je suis Conrad du monde de la moto. En ce moment, je suis en Espagne pour la présentation de la nouvelle Honda NT1100, une moto avec laquelle le constructeur japonais a décidé d'aller un peu à contre-courant des tendances. De plus, il n'est pas seulement allé à contre-courant des tendances actuelles, mais il nous a aussi ramené de manière assez frappante dans un passé plus lointain, car c'est la toute première fois depuis un temps considérable, je ne sais combien de temps exactement, qu'une moto de tourisme, une machine typiquement routière et conçue pour la route, n'essaie absolument pas de simuler des capacités ou un quelconque ADN tout-terrain. C'est tout simplement un tourer classique, comme au bon vieux temps. Honda a fait quelque chose de très intéressant et de vraiment sympa, car à partir d'une moto purement adventure, c'est-à-dire l'Africa Twin, elle a créé une moto qui ne lui ressemble presque en rien, alors qu'au niveau technique, elle est presque identique. Eh bien ici, Honda a pris une voie un peu différente de celle de Kawasaki ou BMW, qui ont placé leur moto de tourisme typiquement routière dans le segment Adventure, comme par exemple la Versys ou la S1000 XR. C'est une moto qui a essuyé de terribles critiques sur Internet, avant même d'avoir eu le temps d'apparaître dans les concessions et dans les rues polonaises. Une série de reproches ont émergé. Le premier concerne l'esthétique. Eh bien là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat possible, on peut le défendre ou non, car chacun a ses propres goûts et chacun voit à quoi ressemble cette moto. En revanche, le deuxième reproche, un peu plus sérieux, c'est que Honda a tout simplement choisi la facilité et veut nous vendre du réchauffé. Eh bien, je viens de faire mon premier essai, j'ai pu voir à quoi cela ressemble à peu près et je vais tout simplement vous donner mon avis. Je dois reconnaître aux Japonais qu'ils ne prétendent absolument pas que cette moto est plus qu'elle ne l'est vraiment. Aucune grande théorie n'a été inventée à son sujet, comme quoi il s'agirait d'une nouvelle ère du tourisme ou quoi que ce soit de ce genre. À mon avis, il faut vraiment saluer ce qu'ils ont fait avec cette conception en partant simplement de l'Africa Twin tout-terrain. Je ne vais pas entrer maintenant dans tous les détails techniques car ils sont largement disponibles et bien connus. En résumé, le cadre de cette moto est quasiment repris à l'identique de l'Africa Twin. Il semble que seules les fixations des deux radiateurs avant diffèrent, car ici elles ont été remplacées par un seul radiateur. Et ici, la fixation de l'échappement a également été placée plus bas que sur l'Africa Twin. Le moteur est identique. Ici, tout le cockpit, le guidon, les commutateurs, l'affichage, tout a été repris tel quel de l'Africa Twin. Donc si quelqu'un a déjà roulé sur l'Africa Twin et passe sur cette moto, il se sentira comme chez lui, car tout ici lui sera familier. La principale différence entre cette moto et l'Africa Twin se trouve avant tout dans la position du conducteur. Ici, elle est légèrement avancée vers l'avant. C'est une position typiquement routière. L'intention des spécialistes de chez Honda en concevant cette moto n'était pas de révolutionner le segment, mais simplement de créer une machine sur laquelle les utilisateurs actuels de modèles comme la CB500X ou la NC750X pourraient passer. Tout simplement une moto routière un peu plus grande, plus rapide, avec une meilleure capacité de chargement, c'est-à-dire quelque chose sur quoi on peut simplement passer si l'on veut monter en gamme ou éventuellement rouler avec un passager. Dans de nombreux commentaires, vous demandez pourquoi Honda a choisi justement ce type de moteur. Pourquoi 2 cylindres et non pas 4? Eh bien, la réponse des Japonais a été, comme je l'ai déjà mentionné, assez simple et très honnête, car ce moteur existait tout simplement déjà et en plus, il s'est avéré très utile pour les usages auxquels la nouvelle NT1100 était destinée. Il développe une puissance de 102 chevaux. Il reprend très bien à bas régime, il a une très bonne plage de bas régime. Donc ici, je vous laisse avec la question ouverte de savoir quelle performance vous avez réellement besoin sur une moto, je rappelle, de tourisme. Concentrons-nous sur ce mot « tourisme », car il est essentiel pour cette moto. Je pense qu'à ce stade, nous allons conclure la partie philosophique, car chacun d'entre vous connaît déjà la fin, a vu, a eu le temps de se faire une opinion, a lu les données techniques. Donc ici, la question est assez évidente. Ce qui est plus important, c'est de savoir comment cette moto se conduit, comment je l'ai perçue. Eh bien, aujourd'hui, nous avons parcouru environ 250 km. Ce n'est pas beaucoup, mais les conditions étaient variées.
Il y avait de l'autoroute, des routes nationales et des routes de montagne très sinueuses. Donc j'ai eu l'occasion de voir comment tout cela fonctionne, comment la moto se comporte. Eh bien, ma première impression est que c'est une moto extrêmement confortable. La selle, c'est magnifique. La selle du conducteur fait 7 cm d'épaisseur, celle du passager environ 6, donc à peine moins. Rien ne fait mal. La position des genoux est excellente. L'angle de flexion des jambes est très neutre. Eh bien, certains collègues se sont plaints que les repose-pieds sur moi sont légèrement trop bas, ce qui fait qu'en penchant fort dans les virages, ils commençaient à frotter. Eh bien, je ne suis pas vraiment un sportif, je ne roule pas de cette façon. Je roule vite, mais de manière typiquement touristique. Donc pour moi tout cela est très optimal. De même, la position du conducteur, en ce qui concerne l'inclinaison vers l'avant, est un peu plus penchée que sur l'Africa, mais elle reste tout à fait confortable. Ok, le kit typiquement touristique que Honda a déjà préparé de série mérite de grands éloges. Eh bien, l'élément le plus important, c'est la bulle que vous voyez ici. Elle est très large, elle protège bien contre le vent. Eh bien, il n'y a pas eu de pluie, mais on ne sentait pas le vent ici sur le haut du torse et sur les jambes. C'est en partie grâce à ces déflecteurs en bas, ici à la partie élargie autour du réservoir de carburant. La bulle. La bulle protège très bien, surtout lors de la conduite sur autoroute, en position la plus haute pour ma taille, c'est-à-dire environ 185 cm. Je pense que si quelqu'un s'attend à un silence total, il voudra soit installer une bulle légèrement plus haute, soit un déflecteur. En revanche, pour les personnes mesurant jusqu'à 180 cm, cette bulle en position la plus haute sera tout à fait suffisante sur autoroute. Elle dispose d'un réglage manuel. On le fait tout simplement à deux mains. Eh bien, en position la plus basse, on roule pratiquement comme sur un roadster et c'est agréable, car le vent nous enveloppe librement. Une astuce très intéressante et ingénieuse utilisée par Honda, ce sont ces petites ailettes en matériaux transparents. Elles remplacent les protège-mains et le font de manière tout à fait logique, tout à fait efficace. Le vent ne balaie pas les mains. Je suppose que la pluie n'atteindra pas non plus cette zone ici. On pouvait facilement vérifier leur efficacité simplement en déplaçant la main à peu près à cet endroit. Et là, on sentait immédiatement un souffle d'air assez fort. Donc ici, ces ailettes, elles fonctionnent très bien et assurent une tranquillité autour des mains. Les valises latérales font partie de l'équipement standard de cette moto. Et je vois ici un fort clin d'œil à la tradition du modèle Devil que certains adorent et d'autres détestent. Eh bien, moi, je fais partie du premier groupe, car la Devil a été ma première grosse moto, donc j'y suis très attaché émotionnellement. Eh bien ici, ces valises ne sont pas intégrées à la silhouette de la moto comme c'était le cas sur ce modèle-là. Elles sont amovibles normalement, mais on les reçoit de série. Et contrairement à beaucoup d'autres valises d'origine de ce type, leur avantage est d'avoir une forme régulière. Leur capacité est de 33 et 32 litres. Est-ce suffisant? Eh bien, je pense qu'en tenant compte justement du fait qu'elles ont une forme proche du carré, c'est suffisant. De plus, grâce aux fixations et aux dimensions de ces valises, la largeur à l'arrière de la moto n'est que de 90 cm, ce qui est naturellement pratique dans les embouteillages urbains. Écoutez, ce qui ne me plaît pas, c'est avant tout le fait que les blocs de commutateurs sur le guidon ont été repris tels quels de l'Africa Twin, car ils sont énormes, surtout dans la version avec la boîte DCT. Ils sont énormes, tout simplement, ces commutateurs sont placés à des endroits très étranges, ne serait-ce que celui des clignotants. J'offre un déjeuner à celui qui, en sortant pour la première fois la moto du concessionnaire, s'insérera normalement dans la circulation avec le clignotant, et non en klaxonnant ou en passant une vitesse supérieure ou inférieure avec cette boîte semi-automatique. Eh bien, c'est une question d'habitude, mais on aurait vraiment pu faire ça beaucoup mieux. Il y a aussi le fait que l'accès facile à des fonctions aussi fréquemment utilisées, comme par exemple l'interrupteur des feux anti-brouillard et son bouton d'arrêt, ou encore l'activation des poignées chauffantes, me manque. Tout cela se trouve dans le menu et plutôt en surface. Cependant, je pense que des fonctions aussi basiques, souvent utilisées en roulant, devraient être aussi accessibles que possible. En tenant compte du caractère routier de la moto et du fait que nous allons souvent rouler sur autoroute, éventuellement sur des routes nationales ou d'autres types de routes, et pas forcément à des vitesses réglementaires. Eh bien, un inconvénient majeur est l'homologation de ces valises, aussi bien latérale que centrale, qui n'est valable que jusqu'à une vitesse de 130 km/h. De nombreux fabricants homologuent 3 malo leurs valises dans ces limites,
mais certains homologuent aussi leurs valises jusqu'à 180 km/h, ce qui semble plus pratique et plus logique pour ce type de motos. Dans de nombreux commentaires, la question revenait souvent. Pourquoi une moto de cette catégorie, c'est-à-dire une moto de tourisme routière longue distance, est-elle équipée d'une transmission par chaîne et non par arbre, comme les constructions touristiques classiques d'autrefois? Eh bien, ici aussi, la réponse des Japonais a été brève et précise. Ils ne se sont pas lancés dans des théories sur la supériorité de la chaîne par rapport aux autres types de transmission, tout simplement. Cela vient du fait que pour ajouter un tel système de transmission à une construction issue de l'Africa Twin, eh bien, cela nécessiterait une modification majeure du bras oscillant. Il faudrait tout retravailler. Tout simplement, les coûts de tout cela auraient considérablement augmenté, ce qui pourrait signifier que tout l'investissement deviendrait peu rentable. Eh bien, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, ils ont pris ce qu'ils avaient et ça fonctionne. Le motocycle a donc aussi bien sûr pris quelques kilos supplémentaires, donc il est plus léger. Est-ce une moto pour tout le monde? Honda a veillé à ce qu'il soit assez neutre dans sa perception générale, ce qui peut bien sûr être un reproche légitime, car tant sur le plan du style visuel que sur toute la forme technique et mécanique, sous aucun de ces aspects, Honda ne sera vraiment à l'avant-garde ou en tête de peloton. Il y a des fabricants de motos qui créent des machines bien plus caractéristiques. En revanche, c'est une excellente moto pour ceux qui aiment avant tout beaucoup voyager. C'est une moto de tourisme au sens plein du terme. Excellente pour les longs trajets. Si comme moi, vous imaginez quelqu'un partir acheter des petits pains et finir à Gibraltar puis revenir, eh bien c'est exactement la moto faite pour ce genre d'aventure. De plus, grâce à sa silhouette étroite et compacte, et même si son poids avoisine les 238 kg, tout est agencé de manière si ingénieuse qu'on ne ressent absolument pas cette masse. La moto est vraiment facile à manœuvrer dans toutes les situations et autres actions qui l'impliquent. Et en plus, elle est très étroite, donc elle se conduit vraiment bien en milieu urbain. On n'a tout simplement pas envie d'en descendre. Donc, si vous gardez un bon souvenir de ces motos Honda un peu ennuyeuses, en apparence du moins, d'il y a quelques années, comme la Deauville, la CBF 1000F ou même la Pan-Européenne, qui étaient assez neutres, mais qui ont encore aujourd'hui leurs amateurs et se vendaient très bien. Eh bien, j'espère que c'est un retour à cette tendance, car tout le monde ne veut pas être un sportif, tout le monde ne veut pas être un pilote de course. D'ailleurs, il y a beaucoup de motards qui aiment tout simplement rouler, qui aiment parcourir des milliers de kilomètres, qui veulent le faire confortablement, sans souci, tout en ayant toujours une certaine réserve sous la poignée, une réserve de puissance, de performance pour s'amuser. Je pense que cette moto répond parfaitement à tous ces critères. Eh bien, il faut voir si la clientèle suivra tout simplement. Regardons maintenant la question du prix par rapport à l'Africa Twin. Eh bien, le modèle avec boîte manuelle, que nous n'avons malheureusement pas pu essayer aujourd'hui. C'est dommage, car j'aurais aimé l'essayer. Elle coûte environ 63 000 zlotys. La version avec la boîte DCT est un peu au-dessus de 75 000. Eh bien, cette version avec boîte manuelle coûte exactement le même prix que la version de base manuelle de l'Africa. Celle avec la DCT est environ 2 000 moins chère, mais elle est déjà équipée de valises. Donc, il vous suffit simplement de vous demander de quel type de moto vous avez besoin. Il vaut vraiment la peine de faire un essai routier pour voir si ce véhicule est fait pour vous, car aucun test, aucun article, aucun film ne pourra vous transmettre vos propres émotions et ressentis à propos de la moto. Il vaut certainement la peine de lui donner une chance, car à mon avis, il n'y a pas de feu d'artifice dans cette moto. En revanche, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aimerais retrouver dans une moto dite à acheter. On peut admirer et rêver de beaucoup d'autres machines, mais quand il s'agit d'acheter, on commence à faire différents calculs. Et tout à coup, il s'avère que des machines comme la MT-1100 ont tout ce dont nous avons besoin, donc cela vaut la peine de vérifier. Encore une question. Pourquoi cette moto et pas l'Africa Twin? J'ai posé la question aux Japonais qui ont conçu cette machine. Il s'est avéré que de nombreux clients qui venaient dans les concessions Honda regardaient et essayaient l'Africa Twin. Beaucoup d'entre eux, les cowboys, étaient très satisfaits de cette machine, mais ils étaient effrayés par le fait qu'elle soit si haute et qu'elle ait une grande roue avant de 21 pouces avec un pneu assez étroit, ce qui tout simplement ne leur donnait pas un sentiment de confiance dans les virages. Ils voulaient une moto de conception similaire, mais nettement plus orientée vers la route, avec une roue avant typiquement routière de 17 pouces. Et cela a réussi. Cette moto se comporte très bien sur la route. À aucun moment, même dans les inclinaisons les plus prononcées, je n'ai eu le sentiment que l'avant ou l'arrière allait être décroché.
Tout fonctionne très bien. Donc encore une fois, bon, je vous encourage à essayer par vous-même.